ceux qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre. Donc bonjour à tous, je m'appelle Fabien Figula-Le Thor, je suis le cofondateur d'AFL Diversity, allez, nous accompagnons les entreprises euh, à être plus inclusives. Donc on va les accompagner de plusieurs façons. On va avoir une partie de conseil, donc avec beaucoup de workshops, beaucoup d'intelligence collective. On accompagne des lancements de RG, LGBT, mais pas seulement. Tout un pilier formation, où du coup, on va faire de la sensibilisation, des webinaires comme on fait aujourd'hui, des conférences ou des formations un peu plus classiques ou des e-learning, et le Grand Prix. Donc, on a fondé le Grand Prix Diversité et Inclusion, qui est sous le haut patronage du ministère de l'Égalité des chances et contre les discriminations. Qui aura lieu le 7 novembre chez TF1 et que vous pourrez suivre d'ailleurs sur le site internet Grand Prix diversité-inclusion.fr en direct. On travaille sur toutes les thématiques de la diversité, hein. Donc, en général, on les regroupe en 5, mais elles ne sont pas exclusives. L'égalité femmes-hommes, le handicap, LGBT+, multigénérationnel et multiculturel. Aujourd'hui, nos clients, on est plutôt sur des grands groupes, mais voilà, on travaille aussi avec quelques associations et quelques plus petites structures. Et on travaille en écosystème, donc avec la FMD, mais aussi avec beaucoup d'associations, d'entreprises spécialisées, le ministère, la DILCRA, etc. Et aujourd'hui, donc nous sommes partenaires de la FMD, partenaires de la série, et on va animer 3 moments. Aujourd'hui, c'est le premier. Et donc, on a décidé de faire un webinaire sur la thématique LGBT. Est-ce que c'est un sujet d'entreprise? Donc, c'est un peu une fausse question. En tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous pensez que ça l'est. Et pour répondre à cette question, je ne serai pas seul. Mais je suis plutôt très bien entouré. Donc, avec nous, on a Jean-Philippe Roux, qui est Country Business Leader de BD. Donc, BD, c'est Becton Dickinson. C'est une entreprise leader de la MedTech. Et il est aussi Lead Diversité et Inclusion France pour l'entreprise. Donc, voilà, on travaille depuis presque 3 ans maintenant avec Jean-Philippe et il vous partagera vraiment sans détour et de façon ouverte et transparente ce qui a été fait chez BD France sur le sujet LGBT+. Et Adrien Figula-Le Thor, qui est président de l'Autre Cercle Rhône-Alpes. Donc, l'Autre Cercle, c'est l'association référente sur les enjeux diversité et inclusion dans le milieu de l'entreprise. Alors, Adrien a le même nom de famille que moi. Ce n'est pas mon frère, mais c'est bel et bien mon conjoint. Et qui est aussi mon associé. Donc, c'est avec lui que nous avons fondé AFL Diversity. Mais voilà, aujourd'hui, il va vraiment être là avec sa casquette associative de président de l'Autre Cercle. Et donc, Adrien nous partagera aussi un peu ce que l'Autre Cercle apporte. Il y a pas mal d'études, pas mal de guides et des solutions, des conseils. Voilà, donc je vous remercie à tous les deux d'être là avec moi ce matin pour répondre à cette question. LGBT+, est-ce un sujet d'entreprise? Et je voudrais que vous commenciez par vous présenter. Est-ce que Jean-Philippe, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Philippe Roux. Je travaille pour BD, Becton Dickinson France, depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis membre du comité de direction de BD France et je dirige le segment interventionnel pour la France. Nous sommes une entreprise multinationale dont le siège est basé aux États-Unis, à côté de New York. Et en France, nous sommes à Hébin depuis plus de 60 ans. Et nous œuvrons auprès des hôpitaux, des établissements de santé, la recherche, la biologie, dans le cadre des dispositifs médicaux implantables et équipements. Et en plus de mes fonctions, donc j'ai le plaisir de coordonner le programme Inclusion, Diversité, Équité du groupe en France. Je travaille avec plus de 70 collaborateurs volontaires, tout comme je suis également volontaire pour coordonner ce programme sur différentes dimensions de la diversité, dont nous avons un réseau open qui traite de l'inclusion, la diversité et l'équité LGBT en entreprise. Merci Jean-Philippe. Et je peux me permettre juste un petit commentaire. BD, vous êtes basé pas du tout à Paris. Pas du tout. Nous sommes à côté de Grenoble, périphérie de Grenoble. Nous employons
2750 collaborateurs, majoritairement sur les sites de Pont-de-Claix et Hébin, pour ceux qui connaissent la région grenobloise, c'est vraiment la banlieue. Et après, nous avons d'ailleurs une usine de fabrication sur le site de Pont-de-Claix. Et puis, nous avons bien sûr des personnes itinérantes, des commerciaux, des infirmiers diplômés d'État itinérants, répartis sur toute la France. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, on viendra un peu dans le détail plus tard de ce que vous faites pour notamment toute cette variété de population. Adrien, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter aussi l'autre cercle, s'il te plaît? Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui avec cette casquette donc, de président de l'Autre Cercle Rhône-Alpes, puisque l'Autre Cercle est une association nationale qui a été créée en 97, donc plus toute jeune. En 98, elle a été créée en Rhône-Alpes la mission, c'est vraiment l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde professionnel. Voilà, pour pouvoir s'y épanouir, être visible. Si elles le désirent, on est présent donc partout en France. Et donc à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, on a une association loi 1901 avec un comité, un conseil d'administration. Et donc j'ai été élu en février dernier président Rhône-Alpes et je participe évidemment activement à toutes les actions qui sont menées au niveau de la fédération. Et donc en particulier, bien sûr, sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire vivre justement toutes les actions déployées au niveau national. Sur la slide d'après, je crois que je partage notre vision. Donc la vision de l'Autre Cercle, c'est un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Et pour cela, sur la slide suivante, on a trois piliers. On observe et on atteste, et on va en parler aujourd'hui avec des chiffres. On dit souvent ce qui ne se mesure pas n'évolue pas, donc c'est important de pouvoir apporter des chiffres et des faits sur ce sujet-là, en particulier avec, par exemple, le baromètre LGBT. On accompagne aussi et on fédère en particulier les entreprises et les organisations en général à travers la signature de la charte d'engagement LGBT+ de l'association. Donc, je vous en parlerai aussi un peu plus tout à l'heure. Et puis, promouvoir à travers les rôles modèles, rendre visible ce qui est invisible. C'est important d'avoir des rôles modèles. C'est important pour tous les salariés de pouvoir s'identifier en entreprise et de ne pas avoir un seul modèle qui serait la norme. Et donc aujourd'hui est une journée un peu spéciale pour notre association puisque à la veille du jour de la journée mondiale du coming out, on célèbre aujourd'hui les 5 ans des rôles modèles. Et donc on se retrouve ce soir, on est près de 3000 personnes à se réunir au Grand Rex pour une grande cérémonie qui va dévoiler les rôles modèles de cette année, mais aussi célébrer tous les rôles modèles de ces 5 dernières années. Merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation. Alors, avant d'avancer, quelques publications aussi, Adrien. Exactement. Juste, si je peux me permettre, Adrien, bonjour, pardon, je vous coupe. Vous avez évoqué Bonjour. la journée mondiale du coming out. C'est aujourd'hui? C'est demain, me semble-t-il. C'est demain. OK. Merci. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pardon, mais vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, quand vous voulez. On a prévu une session de questions-réponses plutôt à la fin. Voilà, après, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, n'hésitez pas à nous faire signe qu'on n'avance pas s'il y a des incompréhensions, mais voilà. Donc, on crée effectivement des outils, des ressources qui sont à la disposition à la fois, bien sûr, des salariés, mais aussi des employeurs. Donc, ça a commencé il y a déjà quelques années avec des ouvrages, des interviews de dirigeants, de collaboratrices, de collaborateurs. On a aussi abordé des sujets dont on parle moins souvent, comme la transidentité, par exemple, et on a créé un guide de bonnes pratiques pour les DRH et les managers. Et puis, plus récemment, on a créé l'année dernière le guide des alliés, parce qu'on va voir que c'est important d'être allié et c'est pas inné, donc il faut l'expliquer. Voilà, comment on est un bon allié, quel réflexe avoir pour pouvoir être un bon allié de la communauté LGBT+ en entreprise. Et puis cette année, on a créé le guide Voilà sur la visibilité ou plutôt l'invisibilité des lesbiennes au travail. On va aussi en donner quelques chiffres juste après.
Merci beaucoup, Adrien. Avant d'avancer, je voulais m'assurer que tout le monde ait la bonne compréhension de cet acronyme qui peut paraître, qui est un peu long, pas toujours très clair. Donc, je voulais juste revenir rapidement sur les quelques définitions. Donc, le L de LGBTQIA+, c'est pour lesbiennes. Donc, lesbiennes, ce sont des femmes qui sont attirées sexuellement et affectivement par d'autres femmes. Le G, on a le pendant masculin, donc des hommes attirés par d'autres hommes. La bisexualité, c'est je suis un homme, je suis attiré et par les femmes et par les hommes, et également pour les femmes. T, donc là, on rentre dans ce qui est parfois un peu plus complexe à comprendre, transgenre. Transgenre, ce sont des personnes qui se sentent hommes ou femmes, mais dont les organes génitaux ne sont pas alignés avec cette identité de genre. Donc, pour la plupart des personnes, il y a un alignement entre l'identité de genre, donc ce qu'on pense, ce qu'on est au plus profond de soi, et la génétique. Donc, on dit qu'on est cisgenre. Donc, je suis un homme blanc cisgenre. Et quand on n'a pas cet alignement, on parle de transidentité. Donc, ce sont des personnes transgenres. Donc, un exemple, une femme transgenre, c'est une femme qui n'a pas la génétique ou les organes génitaux féminins, mais plutôt mâles d'ailleurs, on dit. Donc voilà, ça c'est la transidentité, transgenre. Le Q, c'est pour queer. Donc queer, c'est un terme, alors ça va dépendre un peu des cultures, mais en France, en général, c'est un terme qui englobe tout ce qui est non hétérosexuel et non cisgenre. C'est plutôt un terme qu'on voit beaucoup dans le milieu artistique, dans le milieu aussi activiste. Voilà, donc c'est plutôt un terme générique. Ça change un peu selon les cultures. Le I, c'est pour les personnes intersexes. Donc là, on revient sur la partie génétique, génitale. Ce sont des personnes qui ont pas forcément les organes que mâles ou femelles, mais qui vont avoir un peu des deux. C'est rare, mais les experts estiment qu'il y a 1,7% des bébés qui naissent en France qui sont intersexes. Et 1,7%, c'est le même pourcentage de personnes rousses. Donc, vous voyez, c'est rare, mais on en connaît tous, on en croise tous. Donc, voilà, c'est rare, mais on en croise. Donc, ça, c'est l'intersexualité. Et le A, c'est pour asexuel. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas d'attirance pour d'autres personnes sexuelles, quelles qu'elles soient. Donc, pas d'attirance ni pour des hommes, ni pour des femmes. Voilà, on dit qu'elles sont asexuelles. Et le plus, ça va aller pour tout le reste, toutes les autres. Donc là, on voit bien, on est vraiment sur comment, pardon, je cherche mes mots, mais on n'est pas sur du binaire, on est vraiment sur un éventail de choses, de vocabulaire. On va avoir dedans les non-binaires, les pansexuels. Voilà, donc pour pas avoir quelque chose de trop long, on a mis un plus. Et nous, dans ce webinaire, on va vraiment utiliser plutôt l'acronyme encore plus réduit qui est LGBT+. Voilà, qui ne veut pas dire qu'on invisibilise les autres, mais on va dire pour la facilité du webinaire, on va utiliser LGBT+. Donc voilà sur les définitions. Et tu as raison, Christophe, merci. Il y a aussi les alliés dans le plus, dont on reparlera aussi un petit peu plus tard. Je voulais avancer aussi avec 2 chiffres, parce qu'on peut avoir l'impression que on est sur une minorité, on dit ça fait partie des minorités LGBT, LGBT+, et en fait, il y a 11% des salariés français qui se déclarent LGBTQIA+. C'est une étude que nous avons menée à FL Diversity avec BVA People Consulting en mai 2023. Donc, c'est vraiment des chiffres très récents. Et quand on leur pose la question, 11% d'entre eux se déclarent LGBTQIA+. Et quand on rentre dans le détail, notamment générationnel, les moins de 26 ans, donc là on est sur les 18-26 ans, pour les salariés, on est sur 22%. Donc on voit qu'on est, ça reste pas la majorité, mais on voit qu'il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce qui change? Il n'y a pas plus de lesbiennes ou de gays qu'avant. Ce
qui change, c'est les mots. Donc déjà, les vocabulaires LGBTQIA+, il y a beaucoup de mots qui ont été utilisés ou créés récemment, ou en tous les cas qui sont accessibles et compréhensibles, notamment via cette magnifique outil sur les smartphones et Internet, où donc il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès à toutes ces définitions. Et du coup, vont trouver la définition qui leur correspond, là où avant, ils étaient dans femmes, hommes, gays, lesbiennes et hétérosexuels. Maintenant, on a tout un panel accessible, compréhensible, qui fait que les gens vont trouver la terminologie qui va leur correspondre. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle les entreprises doivent s'en saisir, puisque quand on parle de un jeune sur 5 ou presque 1 sur 4 qui se sent concerné directement par cette thématique, il faut s'en saisir. Adrien, je voudrais commencer par toi. Je sais que voilà, tu disais tout à l'heure, il y a un baromètre qui est fait par l'autre cercle. Est-ce que tu aurais d'autres chiffres à partager avec nous pour venir un peu compléter ceci? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je vous donne rendez-vous à partir de ce soir ou demain sur le site autrecercle.org, puisque on dévoile ce soir au Grand Rex le baromètre 2023. Donc, je ne peux pas spoiler les chiffres. Il y a un embargo à 20 h, mais du coup, je vais partager avec vous quelques chiffres. Et il nous montre de toute façon la tendance, hein, sans grande surprise. Il n'y a pas de grande différence, hormis une accentuation de la volonté des salariés de voir leur entreprise s'engager sur ces sujets et travailler sur ces sujets. Donc là, alors, peut-être un premier chiffre, et d'ailleurs, c'est un quiz. Je vous propose d'y répondre dans le chat. Sur les 11% de salariés LGBTQIA+, dont a parlé Fabien à l'instant, combien sont visibles au travail? À votre avis, est-ce que 90% des salariés sont visibles au travail? Est-ce que 50% des salariés sont visibles au travail? Ou est-ce que seulement 10% des salariés sont visibles au travail? Des salariés LGBT+. Les salariés LGBT, évidemment. 10%, on a une grande majorité de 10%. On a 50% quand même. Ça s'équilibre entre le 50% et le 10%. Alors, la réponse, c'est sur la slide d'après, 50%. Alors, peut-être que certains d'entre vous et certains vont se dire « Ah, mais ça va en fait !» Ben non, en fait, ça va pas. Ça va pas d'avoir un salarié LGBT sur deux, donc plus de 5% de ses effectifs, qui se cachent chaque jour pour ne pas dévoiler qui ils sont. Ça serait OK si finalement c'est un salarié sur deux, ils ne révélaient pas leur orientation sexuelle parce que ils l'ont déjà pas dit à leurs parents, donc ils vont pas le dire à leurs collègues. La réalité, c'est que quand on regarde les chiffres en détail, ils sont 86% à ne pas avoir fait leur coming out parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour le faire dans l'entreprise. Parce que l'entreprise n'a pas mis en place l'environnement inclusif pour que chacune et chacun puisse se sentir à l'aise pour pouvoir à la machine à café le lundi matin juste raconter son week-end comme le font tout le monde dans toutes les entreprises. Donc, un salarié sur deux, s'il y a un chiffre à retenir, j'ai envie de dire c'est celui-là. Un salarié sur deux LGBT seulement a fait son coming out en entreprise. Cette enquête l'année dernière nous a appris aussi que 3 personnes LGBT sur 10 ont été victimes d'au moins une agression LGBT-phobe dans leur organisation. Une agression, ce n'est pas un vain mot, c'est quand même très important et la tendance est mauvaise puisque ils étaient 26% en 2020, donc 30% en 2022, c'est énorme. Et sur la slide d'après, on voit qu'il y a une personne LGBT sur 4 qui a déjà été victime de discrimination, cette fois-ci de la part de sa direction. Et là, on voit qu'on a pris 6% en 2 ans. Ils étaient 20% à le déclarer en 2020, ils sont 26% à le déclarer en 2022. Une personne LGBT sur 4 a déjà été victime de discrimination de la part de sa direction. Et on rappelle que la discrimination est punie par la loi. La discrimination est punie par la loi, hein, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, ce n'est pas
plus grave d'être raciste, sexiste ou homophobe, la loi le punit de la même façon. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. L'homophobie n'est pas une opinion. On n'est pas, c'est pas comme j'aime la choucroute ou j'aime pas la choucroute. On peut pas dire j'aime les homos ou j'aime pas les homos. C'est une discrimination punie par la loi. Et donc en entreprise, tout comme toute autre forme de discrimination, elle est répréhensible. Donc c'est important aussi de le rappeler. Donc ce chiffre-là, je l'ai déjà donné. Ce chiffre-là, il est terrible. 7 personnes LGBT sur 10 vivant en couple ont déjà omis volontairement de faire référence au sexe de leur conjoint ou de leur conjointe au travail. Il faut bien s'imaginer que pour une personne LGBT qui n'a pas fait son coming out au travail, c'est en fait un combat de tous les jours. Ça veut dire que chaque jour, la priorité absolue de la journée, c'est de ne pas se faire choper. C'est de réussir à cacher une des parties les plus importantes de soi, c'est qui on est vraiment, avec qui on vit, nos projets de famille, nos projets de sortie, raconter les vacances, raconter l'arrivée du premier enfant, etc., etc., etc. Imaginez-vous, et c'est quotidien dans des entreprises encore en France, une lesbienne qui ne parle pas de la grossesse de sa conjointe parce qu'elle n'a pas fait son coming out. Et pendant 9 mois, elle va cacher la grossesse et à l'arrivée de l'enfant, elle ne va pas en parler. C'est quand même un des événements les plus heureux d'une vie. Le nombre de collègues hétérosexuels qu'on a vu arriver avec une poussette un matin et on est tous très heureux qui nous présente son enfant. Ben voilà, c'est ces moments-là, il faut se rendre compte que ce sont ces moments-là que finalement la pression de la société ne nous permet pas de vivre quand on est une personne LGBT. Et donc, quand ils sont 7 sur 10, vous voyez, ils sont beaucoup plus que les 1 sur 2 dont on a parlé tout à l'heure. Et puis enfin, un dernier chiffre, sont ces 55%. Donc, plus d'une personne LGBT sur 2 a déjà entendu des expressions LGBT-phobes au travail. Et quand on pose la question aux non-LGBT, ils ne sont que 34%. Donc, vous voyez, là, ce chiffre, il nous montre bien que finalement, bah oui, ce sont des propos qui sont rentrés un peu dans le vocabulaire courant. On n'est pas des tapettes, on n'a pas des objectifs de PD. Ben, en fait, non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, et tout comme il y a des choses qui se faisaient ou qui se disaient par le passé, ben, ça ne se dit pas. Et tout comme dans un stade, on ne peut pas dire que c'est culturel ou que ça fait partie du folklore. Non, l'homophobie ne fait pas partie du folklore, que ce soit dans un stade ou dans un open space. Donc c'est encore une réalité aujourd'hui. On a beau dire qu'on est en 2023, les personnes LGBT entendent encore régulièrement des propos homophobes et discriminatoires. Et je vous laisse évidemment imaginer l'impact que ça a sur, ne serait-ce qu'au-delà du bien-être du collaborateur, sa performance. Quand le seul objectif de la journée, c'est de cacher qui on est c'est pas d'atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'enjeux de performance, parce qu'un salarié qui est bien dans ses baskets et qui peut être lui-même est évidemment un salarié qui va être performant et qui va rester dans l'entreprise. Combien de salariés LGBT quittent l'entreprise parce que c'est trop dur de faire un coming out et donc du coup, ils préfèrent quitter l'entreprise et faire leur coming out dans la nouvelle entreprise plutôt que de changer finalement le scénario qu'ils racontent depuis 20 ans et le mensonge dans lequel ils ont dû tomber par pression de la société. Et puis, je voudrais juste dire un mot sur les lesbiennes. Puisque on a sorti avec, il y a un gros travail qui a été fait par l'équipe de l'autre cercle sur ce sujet. Le mot lesbienne reste un tabou. Et d'ailleurs, je vous invite à les nommer. Gay, ça ne parle que pour les hommes, en fait, en général, dans l'inconscient, gay, c'est pour un homme gay. Donc, il faut utiliser le mot lesbienne, c'est pas un gros mot, et il faut nommer les choses encore une fois. Et donc, 2 femmes ensemble, ce sont des lesbiennes, et ce n'est pas un gros mot, il faut le dire. Donc, elles sont seulement 18% à être visibles auprès de l'ensemble de leurs collègues. Je vous rappelle, en moyenne, 1 sur 2 pour les LGBT. Quand on regarde sur les lesbiennes, c'est seulement 18%. Bien sûr, elles vivent du sexisme dans un monde hétéronormé avec une présomption d'hétéronormativité. Et elles sont quand même 53 à avoir déjà subi une agression dans le monde du travail. 34% affirment avoir quitté l'organisation et 45% ont eu des idées suicidaires. Donc c'est quand même énorme.
j'avance sur les 5 freins qui ont été identifiés à la visibilité lesbienne. Déjà, le sexisme et les inégalités femmes-hommes. C'est déjà pas facile d'être une femme en entreprise. Alors imaginez être une femme lesbienne. Beaucoup, en fait, jettent l'éponge et se disent je vais garder ça pour moi parce que je ne vais pas me rajouter encore une contrainte supplémentaire. La présomption d'hétérosexualité. Effectivement, on rencontre une femme à la machine à café, à son arrivée, est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu as un mari? Qu'est-ce que fait ton mec? Qu'est-ce que fait ton mari? Donc, c'est aussi de sensibiliser et de parler de ces sujets-là, c'est de demander aux salariés, aux managers, de ne pas être dans ces normes hétéronormatives et d'utiliser plutôt des termes, si tant est qu'on veut s'intéresser à la vie personnelle de ce collaborateur, plutôt est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie et qui lui laisse une autre option que soit celle de vous mentir ou de faire son coming out forcé. L'image négative des lesbiennes, les stéréotypes, les préjugés sur les lesbiennes, c'est évidemment quelque chose qu'on doit combattre comme tous les autres stéréotypes et préjugés, puisqu'ils mènent à de la discrimination. Et évidemment, c'est le 4e frein, c'est cette crainte de discrimination, voire de harcèlement. On a tous déjà entendu « Non, mais t'es lesbienne parce que tu m'as pas rencontré avant ». Voilà. Ça, c'est des choses qui sont évidemment éminemment violentes et qu'on ne doit plus entendre en entreprise. Et vient se rajouter à ça, et c'est le sujet de l'intersectionnalité, vient se rajouter en ça l'autocensure dite typiquement féminine. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des femmes, qui plus est lesbiennes, qui ont écrit ce guide, mais qui parlent de cette autocensure exactement. Voilà, ça a évidemment un coût psychologique important et des renoncements. Un tiers d'entre elles ont renoncé à prendre le congé d'accueil de l'enfant. Quand un enfant arrive dans le foyer, 38% ont renoncé à indiquer le nom de la conjointe, 41% à participer à un événement professionnel avec leur conjointe, et elles sont près d'une sur deux à ne pas parler de leur activité connotée LGBT. Ça a évidemment des impacts, on peut avancer si tu veux, mais des impacts énormes à la fois sur le psychologique, mais aussi sur la vie de l'entreprise. Merci beaucoup, Adrien. Jean-Philippe, j'aimerais bien avoir ton avis aussi côté entreprise. Peux-tu nous dire pourquoi est-ce que c'est un sujet d'entreprise chez BD? Comment vous en êtes arrivé là? Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en parler? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une politique inclusion, diversité, équité qui ne traite pas que d'un sujet. Le sujet LGBT est englobé parmi toutes les dimensions de la diversité que l'on traite au sein de l'entreprise. On traite de l'inégalité entre les hommes et les femmes, on traite du multigénérationnel, des origines sociales, du handicap visible et invisible, et également, évidemment, aussi l'orientation sexuelle, l'identité du genre. Donc, je dirais que pour nous, c'est important qu'on soit inclusif vers l'ensemble de nos collaborateurs, et donc la dimension LGBT fait partie de notre politique inclusion, diversité et équité. La deuxième chose aussi qu'il faut considérer, c'est l'enjeu stratégique. En fait, depuis 3 ans qu'on travaille très fortement le sujet, même si on est dans une longue tradition, étant donné qu'on est une société américaine et qu'aux États-Unis, les ARG, enfin les groupes de collaborateurs volontaires existaient déjà depuis longtemps. En Europe et en France, on a toujours été, par définition, un peu plus timide pour aborder ces sujets-là et on ne sait pas trop comment les aborder. Donc, il y a 3 ans, en fait, on a pris conscience, en regardant tout simplement au niveau des ressources humaines, comment attirer des talents, comment retenir les talents. Et on voit finalement que le curseur, en fait, en fonction des critères de sélection des collaborateurs potentiels qui pourraient rejoindre notre entreprise, le curseur, dans les critères de choix, est en train aussi d'évoluer. Avant, on parlait uniquement du salaire et de la mission. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a également les valeurs de l'entreprise. Et dans les valeurs de l'entreprise, un des premiers points aussi qui est regardé, c'est quelle est la politique inclusion, diversité et équité, au même titre que la politique environnementale du groupe. Donc, on a pris conscience fortement de cet enjeu. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on œuvre pour fournir un environnement beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus ouvert et inclusif, quelles que soient les dimensions de la diversité. Et donc, l'orientation sexuelle et l'identité du genre en fait partie intégrale.
Si on n'aborde pas ces sujets-là, comme Adrien et Fabien l'ont montré juste précédemment, ça veut dire qu'on se coupe potentiellement d'une partie de population qui pourrait nous rejoindre et donc travailler avec nous au service de notre mission, qui est faire avancer et faire progresser le monde de la santé. L'autre point aussi que je voulais mettre en valeur, c'est une question de performance. Nous travaillons au quotidien pour faire progresser le monde de la santé, pour faire en sorte que les patients, grâce à nos dispositifs médicaux, nos équipements, dans le cadre de la recherche, de la biologie, de l'administration du médicament ou encore au bloc opératoire, puissent avoir un pronostic vital positif et puis aussi avoir une meilleure thérapie la plus appropriée possible et dans les meilleures conditions. Donc, on a déjà une orientation forte vers l'autre et ça, c'est aussi inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Mais en termes de performance, pour pouvoir déployer cette mission, il faut être sûr qu'on soit créatif, qu'on soit efficace et que tout ça passe aussi par le bien-être en entreprise. Et le bien-être en entreprise, c'est fondamental. Et quand on parle de charge mentale, quand on est LGBT et qu'on n'ose pas qu'on a l'envie et qu'on n'ose pas faire son coming out au travail, forcément, il y a cette charge mentale au quotidien qui est là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit l'identité du genre, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, quelle que soit la nationalité, que ce soit la situation de santé, que nos collaborateurs travaillent ensemble et faire de nos différences une force au service des établissements de santé publics et privés et également au service des patients que l'on touche in fine. Donc, pour résumer, ça s'inscrit dans une grande politique inclusion, diversité et équité. C'est un enjeu stratégique au niveau RH et c'est un enjeu aussi de performance. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je voudrais juste revenir rapidement sur les deux choses que vous avez tous les deux citées, qui est la charge mentale. En fait, le temps et la charge mentale, l'énergie négative que ça prend de cacher son orientation sexuelle au quotidien, elle est énorme. En fait, ça veut dire que ces personnes dans le placard, elles sont tout le temps, toute la journée, à chaque pause, à chaque interaction, à chaque déjeuner à la cantine, en train de surveiller ce qu'elles disent pour ne surtout pas faire de gaffe. Donc, ça veut dire dégenrer ou mégenrer. Mais on sait que la grammaire française ne nous aide pas parce qu'il y a beaucoup d'accords féminins, masculins. Du coup, c'est très facile, entre guillemets, de se faire avoir. Donc, on voit beaucoup de personnes qui, finalement, un peu jettent l'éponge de la sociabilisation d'entreprise. On va dire, oui, ben, elle n'est pas intégrée, elle ne vient jamais manger avec nous à la cantine, etc. Mais c'est aussi des mécanismes de protection. Et voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est un point qui est quand même assez important du pourquoi aussi ces personnes ont besoin de cet environnement sécurisé pour, si elles le souhaitent, faire leur coming out et pouvoir du coup être pleinement bien et à 100% dans leur quotidien en entreprise. Alors, avec AFL Diversity, quand on amène le sujet LGBT+ sur la table en entreprise, on fait souvent face à de la gêne. On nous répond régulièrement que c'est un sujet personnel, qu'on n'est pas là pour raconter ce qui se passe dans la chambre à coucher. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Peut-être Adrien? Je réponds qu'on est d'accord, on n'est surtout pas là pour parler de sexualité et de ce qui se passe dans la chambre à coucher. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, et le réaliser, c'est que une personne hétérosexuelle passe quand même quelques minutes ou quelques heures dans une semaine à parler juste de sa vie personnelle à ses collègues, à son manager. C'est ce qui fait de l'entreprise d'ailleurs un lieu social, un lieu de partage, un lieu où on se sent bien et où on n'est pas que là pour travailler, mais où on a aussi des interactions sociales. Quand Michel, le lundi matin, la machine à café, passe un quart d'heure à raconter ce qu'il a fait avec Josiane le week-end dernier et ses projets de vacances et l'arrivée de leur petit-fils dans quelques jours à la maison, et etc., etc., finalement, on parle de ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande. Pas plus, pas moins. C'est juste qu'une personne gay, lesbienne, bisexuelle puisse, elle aussi, en toute sécurité, parler en fait de ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait le week-end ou de ses projets en fait. C'est tout, on ne demande pas plus. Mais aujourd'hui, on a moins. Merci Adrien. C'est vrai que souvent, on essaie
en fait, ce qui biaise aussi ce jugement-là ou cette réaction, c'est le mot orientation sexuelle. On a l'impression qu'on va parler de pratiques sexuelles. Du coup, on essaie, nous, d'utiliser le plus souvent orientation affective, puisque au travail, c'est vraiment ça. On va raconter sa vie quotidienne. Donc, merci Adrien. Je vais avancer un petit peu pour avoir du temps pour les questions. Jean-Philippe, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus en détail de ce que vous faites. Je sais que vous avez signé la charte de l'autre cercle en avril dernier. Nous avons le plaisir avec AFL Diversity de vous accompagner depuis 2 ans. Est-ce que tu peux nous partager tes actions et les premiers résultats? Parce que vous avez déjà des résultats et ils sont plutôt très encourageants. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé une vidéo que je propose Absolument, parce que je pense que le mieux, c'est de voir ça en vidéo et de manière un peu dynamique. Voilà. Donc, je vous propose de regarder la courte vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas de son, ce n'est pas grave, c'est de la musique, c'est écrit. Hop. Belle vidéo qui récapitule les nombreuses actions du plan d'action sur le sujet LGBT. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Bien sûr. Jean-Philippe? Bien sûr. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, la première des choses, c'est qu'on a fait appel pour créer un réseau, un groupe de collaborateurs volontaires sur la dimension LGBT. Et là, on a eu immédiatement des collaborateurs qui sont portés volontaires et qui ont travaillé avec moi et bien sûr avec l'accompagnement d'AFL Diversity sur un plan structuré sur comment on fait ce sujet un enjeu stratégique, au même titre que les autres dimensions où on a la même méthode pour les autres dimensions de la diversité. Donc sur la dimension LGBT, en fait, on s'est dit qu'il y a besoin beaucoup d'informations et c'est souvent pour cela que ça crée des fois des comportements qui ne sont pas acceptables en entreprise. C'est aussi peut-être par méconnaissance ou par incompréhension finalement de ce que là, ça veut dire et ce que ça représente pour d'être LGBT en entreprise. Donc, comme vous avez pu le voir, on a créé des outils de sensibilisation avec des ateliers d'inspiration qu'on a réalisés avec des personnes extrêmement inspirantes. Je pense à Christophe Beaugrand, qui est journaliste animateur pour le groupe TF1. Nous avons eu Catherine Tripon de l'association L'Autre Cercle. Nous avons également Sophie Delannoy, extrêmement inspirante pour parler de la transidentité. Et à travers de tous ces workshops d'inspiration, on a créé des outils de communication, d'information auprès de nos collaborateurs à travers des vidéos. On a créé aussi beaucoup d'outils de communication interne et externe, parce que c'est important d'expliquer en interne, mais aussi en externe, ce que l'on fait. Et nous avons également créé un parcours obligatoire que tous les collaborateurs du groupe ont eu à réaliser. C'est un site aussi, donc c'est un module de e-learning qui est un parcours de sensibilisation sur l'inclusion, la diversité et l'équité LGBT en entreprise, en suivant le parcours d'un petit personnage qui va être confronté à 5 scènes de la vie quotidienne en entreprise. Et on va apprendre à travers ces 5 scènes
où il va rencontrer des difficultés, où être mal à l'aise, où il va être victime de discrimination, et on va apprendre progressivement. Donc, tous ces outils et cette tactique qu'on a décidé de mettre en place a porté ses fruits, dans le sens où on a mis en place le baromètre Mixity que je recommande vivement, qui permet de mesurer sur chaque dimension de la diversité, y compris LGBT, mais aussi en transverse, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui à travers un baromètre qu'on remplit avec l'aide des ressources humaines, qui s'appelle Enterprise, maintenant DIAG. Et ce qui est aussi important, c'est Human, c'est la voix des collaborateurs. Donc, nous avons procédé depuis 2 années de suite à la mise en place du baromètre Mixity. Et nous avons obtenu d'excellents scores avec une évolution positive de notre empreinte sur la diversité LGBT. Au niveau Enterprise, nous avons obtenu un score de 91 sur 100, où on en est extrêmement fiers. Ça montre une certaine maturité et aussi les avancées qu'on a pu faire en tant qu'entreprise dans notre déclaration ressources humaines. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est la perception de nos collaborateurs. Et ce qu'on voit, c'est que nous avons, sur la dimension LGBT, nous avons obtenu un score de 81 sur 100, ce qui est un excellent score et qui montre qu'on va dans la bonne direction. Et on est très heureux de voir que plus de 80% de nos collaborateurs perçoivent notre entreprise comme étant engagée et active dans l'inclusion, la diversité et l'équité LGBT au sein du groupe en France. Donc, ce sont des résultats qui nous encouragent. Maintenant, on a encore du pain sur la planche, comme dit l'expression. On a encore à s'améliorer. On a des thématiques qu'on doit encore couvrir. Adrien parlait de la visibilité lesbienne. C'est typiquement l'axe qu'on veut donner cette année pour 2024 pour les actions notamment du groupe Open, donc notre réseau LGBT. Et donc, on doit continuer à faire avancer les choses. Et encore une fois, au profit pour que tous nos collaborateurs, quelle que soit leur orientation sexuelle, en pensant aussi à être inclusif par rapport aux personnes hétérosexuelles, ce n'est pas qu'un sujet LGBT pour des salariés LGBT, c'est un sujet d'entreprise qui touche tout le monde. Donc, que les personnes LGBT et alliées puissent se reconnaître dans cette politique inclusive. Et donc, nous allons continuer nos actions parce qu'il ne faut jamais s'arrêter, il faut toujours continuer et faire en sorte que ce sujet soit toujours visible au sein de l'organisation et à l'extérieur. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce partage. Je pense qu'il y aura des questions dans le chat. Il y en a une première, mais je propose qu'on termine. Je voudrais juste, avant qu'on prenne les questions, poser une dernière question à Adrien. Donc, on a l'exemple de Jean-Philippe et BD France qui est très actif et est allé très vite sur les plans d'action et sur les résultats. On se rend compte que les entreprises bougent. La question est simple, c'est quoi la bonne manière d'y aller pour une entreprise ? Alors, bon, il n'y a pas de recette magique. En tout cas, la bonne manière d'y aller, c'est de commencer déjà, de se lancer. Je pense que la stratégie des petits pas est quand même la bonne sur ces sujets-là. Même s'il faut y aller franchement, il faut quand même y aller étape par étape et donc avancer finalement ces pions les uns après les autres. Ce qui est essentiel. Pas par achat à la Gay Pride, quoi. Non, une entreprise qui a jamais parlé du sujet va pas défiler sur un char à la Gay Pride 2 mois après. Pourquoi? C'est important d'expliquer pourquoi. Parce que l'enjeu, en fait, c'est pas de réussir à convaincre les salariés LGBT qui sont dans l'entreprise. Eux, rassurez-vous, ils savent ce que ça veut dire. L'enjeu, c'est évidemment d'aller chercher ceux qui sont un peu plus loin sur le chemin, ceux qui ont un peu plus de mal à comprendre pourquoi est-ce que on aborde ce sujet à l'entreprise. Des salariés qui vont être inconfortables avec ce sujet. Et on dit souvent, il faut être confortable d'être inconfortable sur ces sujets-là. C'est normal de ne pas être OK au début avec certaines choses parce que notre éducation, parce que notre religion, parce que ce qu'on nous a mis dans la tête depuis des années, etc., fait que finalement, on a des choses dans la tête et l'idée, c'est de se dire, on n'est pas là pour changer ce que les gens pensent. On est là, par contre, un salarié, un manager, il a le droit d'être contre 2 hommes qui élèvent un enfant ou 2 femmes qui se marient ensemble. On peut pas, c'est pas contre ça qu'on va lutter. Par contre, le manager
partir du moment où il est dans l'entreprise, il est là pour créer un environnement inclusif et faire que tous les salariés, tous les collaboratrices, les collaborateurs puissent se sentir en sécurité. Et finalement, ce qu'on voit encore trop souvent aujourd'hui sont des entreprises où, en fonction du manager, en fonction du service, soit c'est OK, soit c'est pas OK. Et c'est ça, en fait, qui n'est pas possible. Quel que soit finalement le service dans lequel on se trouve, on doit pouvoir être bien dans ses baskets et pouvoir être soi-même. Et pour ça, c'est le dernier message que je veux passer, c'est l'engagement au plus haut niveau de l'entreprise. Une entreprise qui veut avancer sur ces sujets-là, les patronnes, les patrons doivent prendre la parole sur ce sujet-là et doivent montrer leur engagement et montrer leur investissement pour ce sujet. Ce n'est pas possible de dire oui, mais c'est le sujet des RH ou c'est le sujet des salariés avec leur ERG. Non, en fait, c'est avant tout le sujet des dirigeants qui doivent prendre la parole et rendre visible ce sujet-là dans leur organisation. Vous allez voir qu'en dessous, ça va dérouler. Si c'est un sujet pour la patronne ou le patron, ça va être un sujet pour les salariés derrière. Voilà, ce que tu mets en avant aussi, c'est la sincérité finalement de l'entreprise qui passe en effet par les dirigeants. Et juste pour conclure, avant de prendre les questions, si vous aviez une phrase ou un message à toutes les entreprises qui hésitent à s'engager sur ce chemin de l'inclusion LGBT, plus en entreprise. Jean-Philippe. En une phrase, waouh, me connaissant, c'est compliqué. J'accélère un petit peu pour avoir le temps pour les questions. Mais bien sûr, non, je blague. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Je pense que nous, on a été surpris de la réaction positive de nos collaborateurs et nos collaboratrices. Quand on a fait l'événement avec l'autre cercle pour la signature de la charte le 5 avril dernier, on a eu un taux de participation au présentiel, même des commerciaux qui sont venus spécifiquement pour l'événement, où c'était juste incroyable. Donc, il ne faut pas penser que ça va être un sujet tellement compliqué à aborder. Non, il y a de l'attente de la part des collaborateurs. Et après, moi, ce que je recommande vivement, c'est si on n'est pas à l'aise, si on ne sait pas comment l'aborder, faites-vous conseiller. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans maintenant. On a choisi AFL Diversité pour cette raison et on ne regrette pas parce que ça nous permet d'avoir un regard externe et d'avoir aussi un conseil sur mesure et spécifique en fonction de la maturité de l'organisation, la culture de l'entreprise et la mission de l'entreprise. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Adrien, en une phrase. Eh bien, en une phrase, rejoignez l'autre cercle, devenez adhérent, devenez bénévole. Si vous êtes une entreprise, quelle que soit la localité dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez vous pouvez adhérer, donc avoir accès à tout un tas de ressources, d'outils, de webinaires, de workshops qui sont organisés par l'association. Et puis, si vous êtes sur une région, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Que vous soyez allié ou LGBT+, vous allez apprendre beaucoup, vous allez pouvoir échanger des points de vue et être confronté à la réalité aussi de certaines et certains qui vivent ça au quotidien. Donc, c'est très riche. Évidemment, je vous encourage à nous rejoindre. Vous trouverez toutes les informations sur le site autrecercle.org. Merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On a été très bavards pour prendre des questions. On avait déjà une question de Candice. Pour Jean-Philippe, comment mesures-tu, comment tu valorises la diversité et l'inclusion chez BD au-delà des sensibilisations tout en respectant la RGPD? Donc, est-ce qu'il y a des certifications, des labels? Voilà, tu en as, je pense, déjà un peu répondu après qu'elle ait posé la question sur Mixity. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres… En fait, avec Mixity, c'est une manière aussi de mesurer très clairement, parce qu'on a un baromètre que l'entreprise répond sur à peu près 200 items sur des questions quantitatives et qualitatives. Et puis après, il y a la voix des collaborateurs, mais comme ce sont des questionnaires qui sont 100% anonymes et qui sont, nous sommes sous contrat avec Mixity, donc on respecte complètement le RGPD. Après, en certification label, je dirais qu'avant de parler de certification label, faut d'abord agir. Et agir avec des actions concrètes, parce que le pire qui puisse arriver, c'est d'être taxé de faire de la pub sur le dos de la population LGBT. Et ça, c'est très contre-productif. Donc, nous, notre parti, ça a été de dire on ne va pas aller vers des certifications, des labels, des reconnaissances. On va plutôt se concentrer sur faire des actions concrètes, sensibiliser, et après, on sera mature pour le faire. Donc, on a, par exemple,
déposé notre dossier au Grand Prix diversité que Adrien et Fabien ont présenté au tout début de la présentation. On l'a présenté 2 années de suite. Et on attend avec grande impatience les résultats de cette année. On est très impatients d'avoir le résultat. Nous avons signé la charte de l'autre cercle. Beaucoup d'entreprises décident de le faire tout de suite. Nous, on a pris le parti de dire d'abord agissons, sensibilisons, préparons les choses pour qu'on soit prêt le jour J. Quand on signe la charte, c'est qu'on aura accompli déjà pas mal de choses. C'est ce qu'on a fait du coup le 5 avril dernier en signant la charte de l'autre cercle. Après, on n'est pas trop à la recherche de labels, pour être honnête, ou de certification. Le fait d'avoir signé la charte de l'autre cercle, le fait d'avoir des rôles modèles, comme notre PDG a été reconnu l'année dernière en tant que rôle modèle 4 dirigeants alliés, c'est typiquement le genre de valorisation qu'on a. Et la plus belle valorisation, c'est quand nos collaborateurs parlent eux-mêmes de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils perçoivent en interne comme en externe. Et ça, c'est la plus grande des récompenses qu'on puisse avoir. Et il me semble aussi que vous avez eu une distinction du magazine Capital. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, on va dire que c'est global. Ça ne touche pas que la dimension LGBT. C'est par rapport à tout ce que l'on fait. Et c'est la voix des collaborateurs. Donc, on a eu le plaisir et l'honneur d'être à la 2e place du classement de Capital Magazine 2023 des 500 meilleurs employeurs dans le secteur de la santé et la parapharmacie. Le premier étant Sanofi. On va rendre à César ce qui appartient à César. Nous sommes en 2e position et on a été très honorés. Et c'est la voix des collaborateurs, encore une fois, sur la méthodologie utilisée par le magazine Capital. Merci Jean-Philippe. Alors, tout ce qu'on a vu et discuté ce matin sur la thématique LGBT+, elle est transférable pour beaucoup sur les autres diversités aussi, parce que finalement, les mécanismes de discrimination ce sont globalement les mêmes. Alors, il y a toujours des spécificités un petit peu selon les diversités, mais voilà, si vous démarrez aussi sur LGBT+, vous allez voir, vous allez mettre en place des choses et une culture qui servira aussi sur les autres diversités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas en avoir vu d'autres pour le moment dans le chat. Sinon, moi, j'en ai quelques autres, mais j'aimerais savoir s'il y en a d'autres dans le public. Vous pouvez aussi lever la main ou ouvrir votre micro si vous préférez poser votre question à l'oral. Peut-être moi en attendant, j'en Bonjour, ai une. excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un collaborateur qui souhaite parler de ces sujets-là avec son entreprise? Parce que c'est pas évident d'aborder ses RH, c'est pas évident d'aborder son manager, surtout quand on est concerné par le sujet, je trouve. Merci pour cette question. Jean-Philippe, Adrien, qu'est-ce qui veut? Vas-y, Jean-Philippe, si tu veux. Je peux la prendre, il n'y a pas de problème. Je pense que déjà, la première des choses, c'est qu'il faut créer un environnement sécurisé pour qu'un collaborateur LGBT qui souhaite faire son coming out au travail puisse le faire. Et ça part du top management. Nous, c'est parti de notre PDG, très clairement. Ensuite, c'est redescendu sur tous les membres du comité de direction. On a signé notre charte interne avant d'aller signer la charte de l'autre cercle. On a signé notre propre charte interne. On a fait les éléments aussi de sensibilisation et d'information. C'est extrêmement important de partir de là. Et communiquer haut et fort l'engagement du PDG sur le sujet. Notre PDG a été extrêmement transparent et extrêmement limpide sur son engagement personnel, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas. Et à partir de là, ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis d'établir effectivement les ARG, ça a permis de créer du dialogue, ça a permis aussi aux collaborateurs de repérer les personnes de l'ARG et venir parler aussi aux personnes de l'ARG, qu'ils soient LGBT ou alliés, mais au moins être capable d'aller trouver des personnes référentes. Et c'est pour ça que les personnes, les rôles modèles, les alliés sont des personnes clés. C'est très compliqué toujours quand on est LGBT d'aller voir son manager ou sa RH sans savoir finalement le positionnement de l'entreprise. Si le positionnement de l'entreprise est limpide, généralement, il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Après, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et il y a encore beaucoup d'entreprises en France où c'est un tabou, on n'en parle pas. Certains vont dire c'est un non-sujet. Moi, je préfère dire faut assumer. Ça veut dire que c'est un tabou quand on dit que c'est un non-sujet.
Et du coup, voilà, je comprends la question d'Eddy qui dit si moi je suis dans une entreprise où on n'en parle pas, justement, comment je fais pour pouvoir moi en parler, peut-être de trouver effectivement des alliés, d'essayer d'identifier des personnes, que ce soit au RH ou à la direction, pour essayer d'ouvrir en fait le sujet, d'en parler, de poser des questions. Le rôle d'allié, il est important parce que c'est finalement, vous voyez, beaucoup plus simple pour une personne qui ne se sent pas concerné directement par le sujet, de pouvoir faire avancer. C'est plus facile pour une personne hétérosexuelle d'aller voir les RH ou les managers et de dire tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet-là, moi ça m'intéresse, comment on peut faire? Je pense que c'est intéressant pour la marque employeur, c'est intéressant pour mes collègues qui certainement se sentent peut-être pas forcément bien. Voilà, Christophe dit qu'on peut aussi passer par les CSE, effectivement, les représentants du personnel. On peut aussi passer par les équipes RSE qui portent normalement dans l'engagement sociétal de l'entreprise, ou bien, comme le dit Emmanuel, la médecine du travail, les infirmières, ça peut être effectivement une autre voie. Mais voilà, on ne dit pas que c'est simple, on ne dit pas que c'est facile. Vraiment, et on en connaît des salariés qui sont dans des entreprises où c'est très compliqué. On sait que voilà, c'est pas dans la grande majorité des entreprises que c'est facile. C'est aussi pour ça qu'on dit aux salariés, en particularité aux plus jeunes, renseignez-vous avant de postuler sur l'entreprise dans laquelle vous allez candidater. Est-ce que c'est une entreprise typiquement qui a signé la charte? On a beaucoup d'exemples de jeunes qui disent moi, je vais voir la liste des 250 signataires de la charte pour choisir en fait l'entreprise dans laquelle je vais aller parce que je sais que je vais m'y sentir beaucoup mieux. Merci à tous les deux pour ces réponses. On arrive à la fin. Merci pour tous ces témoignages, ce partage. Je pense que c'était très riche. Pour le podcast, pardon, le webinaire a été enregistré, donc on vous enverra le lien vers le replay. N'hésitez pas à suivre l'autre cercle et AFL Diversity aussi sur LinkedIn. Voilà, on partage du contenu, des actions, des exemples, d'autres webinaires qui vont venir. Dans le cadre de la série AFL Diversity, on organise un autre webinaire vendredi matin à 9 h sur la thématique des personnes étrangères. Et comment est-ce qu'une fois qu'on les a recrutées, on s'assure qu'elles soient bien incluses dans l'entreprise. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous trouverez les liens d'inscription comme vous avez trouvé l'inscription pour cette conférence. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si vous voulez prolonger les discussions, les réflexions. Voilà, donc nous, avec AFL Diversity, nous faisons cet accompagnement. Donc, on est tout à fait là aussi pour en discuter avec vous et voir quelle va être la bonne manière sur mesure d'avancer en interne dans vos structures. Je vous remercie tous et je vous souhaite... Oui, le webinaire a été enregistré et j'enverrai le lien. Voilà la question de Louis. Merci à tous. Au revoir. Je vous souhaite Merci, une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.